Alors bienvenue, Julien Mézel. Donc je vais modérer cette session en compagnie de Francesco Santoli et de Samia Touati. Ça fait très plaisir de vous voir aussi nombreux dans cette salle. Je pense que le sujet va être facile à discuter, disons, et le débat risque d'être assez riche. Pour discuter, on va d'abord avoir Marion Beuzelin, praticien hospitalier au centre hospitalier de Dieppe, qui va nous faire le pour. Sophie Caroline Sacleux, PH à La Rochelle. Et puis pour discuter tous ensemble, on est entouré du professeur Jean Bergougnou, qui est réanimateur pédiatre à Garches, de maître Anaïs Français, qui est donc avocate spécialisée dans la défense des professionnels de santé, du docteur Godot, que vous connaissez certainement, président de la conférence nationale des présidents de CME des centres hospitaliers, que vous n'êtes plus depuis le mois de mars, d'accord. Bon, enfin, qu'il l'a été pendant de nombreuses années, je crois. Oui, c'est ça. Hein, oui, je pense que vous avez battu les records, même, à peu près. Voilà. Et puis, qui j'ai oublié? Non, ben voilà, je pense que j'ai cité tout le monde. Donc, on va débuter tout de suite avec Marion, qui va nous présenter les arguments pour l'intervention à l'extérieur de nos services de réanimation. Merci Julien, bonjour à tous. Je remercie le syndicat de m'avoir invité à défendre le pour à la question pour ou contre sortir du service de réanimation. Donc effectivement, je travaille en réanimation à l'hôpital de Dieppe, où je suis praticien hospitalier depuis presque 10 ans. Donc, je n'ai pas de lien d'intérêt. Donc pour commencer, la première question à laquelle je voulais, pour introduire en tout cas mon exposé, c'est de dire être réanimateur. En quoi cela consiste? Donc, la réanimation, c'est une spécialité transversale qui nécessite des connaissances théoriques multidisciplinaires, des compétences techniques. Et notre exercice repose sur l'analyse physiopathologique des mécanismes qui conduisent à la défaillance des fonctions vitales et qui prend en compte les interrelations qui lient ces fonctions vitales et l'effet prévisible des thérapeutiques mises en œuvre sur ces dernières. L'objectif fondamental de la réanimation, c'est de prendre en charge des patients qui présentent des défaillances multiviscérales, alors à la fois en situation d'urgence vitale immédiate, mais aussi dans la durée, en assurant par la permanence des soins une prise en charge globale du patient. La réanimation nécessite une stratégie d'anticipation des défaillances et des prises en charge personnalisées. L'exercice du métier de réanimateur, il a lieu dans une unité de soins dédiée, accompagnée d'une équipe médico-soignante spécifique et multidisciplinaire. Le réanimateur a des capacités de communication, de participation aux procédures de gestion médicale et administrative, d'animation des ressources humaines au sein de son unité. Alors, le réanimateur a des valeurs humaines, de rigueur, d'humanisme, de compassion. Il a le souci du bien-être des patients, des familles, des soignants. Il attache une importance particulière à la qualité, à la sécurité des soins, ce qui lui donne une dimension éthique et ce qui lui donne une certaine expertise dans la culture de la collégialité, dans la prise de décision en situation complexe, dans les situations de fin de vie en situation aiguë, de proportionnalité des soins et d'obstination déraisonnable. Alors pourquoi, dans ce cas, le réanimateur devrait-il sortir de la réanimation? C'est la question à laquelle on doit répondre. Pourquoi il devrait sortir? Eh bien, je suis là pour vous montrer que le réanimateur ne doit pas sortir de la réanimation parce qu'il s'en détourne, mais parce que son expertise qu'il a développée au sein de son unité est devenue, à l'heure d'aujourd'hui, utile, bien au-delà de ses murs. Il existe aujourd'hui une nécessité d'anticipation des parcours et des projets de soins, de la réflexion autour des souhaits du patient et de sa qualité de vie et d'une éventuelle admission en réanimation. Et je vais poursuivre avec les arguments en faveur de cette anticipation. Je vais vous expliquer pourquoi l'anticipation est aujourd'hui absolument indispensable. Alors, je vous vois venir, vous allez tous me dire, mais ce n'est pas aux réanimateurs de définir les projets de soins des malades. C'est les spécialistes qui doivent définir ce dont les malades que les malades peuvent bénéficier ou non. Alors oui, bien sûr, leur expertise, elle est essentielle. Il ne s'agit pas ici de les déresponsabiliser, mais il s'agit de collaborer
parce que je suis persuadée que notre expertise de réanimateur, elle est complémentaire à celle des spécialistes. Alors, la première raison qui nous amène à devoir anticiper, c'est le profil des patients qui évolue. La réanimation accueille des patients âgés, porteurs d'affections sévères, de comorbidités lourdes et qui présentent souvent une défaillance d'organes qui complique des pathologies chroniques. Quand on regarde, les patients deviennent plus complexes. Vous voyez qu'ils sont au fur et à mesure des années plus âgés, qu'ils bénéficient de plus de traitements, qu'ils ont plus de comorbidités et aussi plusieurs pathologies aiguës, intriquées. Ce qui rend globalement des patients plus complexes et la prise de décision pour les traitements et pour les soins apportés à ces patients, la décision devient plus complexe également. Et ça contraste avec la réforme du 3e cycle, où les spécialités médicales sont de plus en plus spécialisées, avec au sein même de spécialités des FST. Donc comment, pour ces spécialistes, conserver une vision globale du malade? C'est là où je pense que le réanimateur peut avoir vraiment un bénéfice à intervenir. Le deuxième argument, c'est que les séjours en réanimation qui ne sont pas bénéfiques pour le patient, ils ont un impact. Le risque de complications aiguës des affections chroniques, il est souvent méconnu ou ignoré du patient et de ses proches. Il y a en général peu d'anticipation de la mise en œuvre d'un traitement lourd qui pourrait être estimé disproportionné et une impossibilité fréquente pour le patient et ses proches d'exprimer des souhaits relatifs à cet aspect. Donc, comme ces risques de complications aiguës sont peu connus, et il y a d'autres facteurs qui interviennent, la détresse du patient, des proches, l'urgence de la situation, des dossiers qui sont peu pas renseignés, des interlocuteurs médicaux qui ne sont pas disponibles. Et finalement, le réanimateur va se trouver au moment de l'admission en réanimation devant la question, est-ce que l'admission en réanimation, ça représente une obstination, ou alors est-ce que je vais faire perdre des chances aux patients que je suis en train d'évaluer? Alors les séjours non bénéfiques en réanimation, ils existent, ils ont été évalués à 14% des séjours, et souvent les critères qui font considérer l'admission en réanimation comme non bénéfique, il y en a plusieurs que j'ai listés, mais globalement on a la mise en œuvre de traitements qui sont jugés disproportionnés ou inappropriés chez des patients où la réanimation va provoquer une dégradation majeure de leur qualité de vie. Alors pourquoi ont-ils été admis malgré tout? C'est un peu ce que je disais déjà. C'est souvent les patients sont incapables de participer à la décision, on ne connaît pas leurs souhaits, il y a une pression familiale ou médicale où la famille n'est pas joignable. Donc, comme je l'ai dit, ces séjours non bénéfiques, ils sont favorisés par un manque d'informations sur le patient, une méconnaissance de son histoire médicale, l'absence d'anticipation et une situation d'urgence qui impose une décision rapide. Mais ces séjours non bénéfiques, ils ont une conséquence sur à la fois le patient et les proches, avec ces sources de stress et d'anxiété. Ça génère des conflits ou des incompréhensions avec les familles, des tensions entre soignants. Ça peut altérer la qualité des soins et faire perdre le sens du travail aux soignants. Chez les soignants, non seulement cette absence d'anticipation du projet de soins, mais aussi l'exigence de soins et d'une organisation complexe, avec une exigence élevée. Il faut une certaine expertise, un savoir-faire, des compétences pour pouvoir travailler en réanimation. Ça peut faire émerger des conflits de valeurs, des dilemmes éthiques, un manque de reconnaissance, une perte du sentiment d'appartenance, une envie de quitter. Et in fine, ça peut être un facteur de risque de burn-out. Donc ça touche, selon les travaux réalisés, 40% des soignants en réanimation. Et au-delà de facteurs individuels et organisationnels, il y a des facteurs qui sont spécifiques à la réanimation. Une détresse morale peut survenir si on poursuit des traitements qui sont jugés disproportionnés, si les soignants ont un sentiment d'obstination, s'ils sont en désaccord sur les limitations des traitements et s'ils sont exposés de façon répétée à la fin de vie. Et enfin, donc ça, c'est aussi des choses qui doivent nous amener à anticiper les parcours de soins et donc à collaborer avec les spécialistes pour établir un projet de soins. La dernière raison que je vais aborder pour promouvoir cette anticipation, c'est qu'on vit dans une époque où il faut rechercher le juste soin, c'est-à-dire vous avez ce rapport de l'Académie nationale de médecine qui a été publié récemment et qui explique que globalement, à l'époque dans laquelle on est, nos ressources sont limitées. Il faut promouvoir une sobriété dans le soin. On a une exigence éthique, écologique, économique à réduire les soins inutiles
et ceci dans le but de préserver la qualité des soins, l'équité entre les patients et la soutenabilité du système de santé solidaire. Donc l'objectif, c'est de rechercher le juste soin, mais aussi d'autonomiser et d'impliquer les patients et ses proches dans leur projet de soins. Voilà, c'est un peu ce que je rejoins d'autres travaux qui mentionnent cette importance économique, mais aussi écologique, de rechercher le juste soin, de rechercher des soins appropriés pour chaque patient si on veut continuer à réanimer demain. Et pourquoi le réanimateur devrait sortir de la réanimation et pourquoi c'est le réanimateur qui devrait s'impliquer dans l'établissement de ces projets de soins? Mais parce que, en fait, le réanimateur, c'est le médecin le plus adapté pour parler de réanimation. Le médecin sait ce qu'est la réanimation, ce qu'implique une suppléance d'organes, quelles conséquences il a sur le malade à long terme. Il a une expertise, comme je l'ai dit déjà, sur la collégialité, sur la prise de soins en situation complexe, qui fait que le réanimateur est l'interlocuteur qui est approprié pour expliquer ce qu'on peut faire et aussi expliquer ce qu'on ne pourra pas faire et pourquoi on ne le fera pas. C'est aussi quelqu'un qui peut orienter vers ce qu'on peut proposer si on ne le fait pas. On a tous été confrontés à des patients notés NTBR sans avoir été sollicités, ou alors au contraire à des patients qu'on a jugés réanimatoires sans que notre avis ait été demandé et où on est en désaccord avec ce jugement. Donc ça, je pense que l'expertise du réanimateur, elle existe, elle est importante et il faut qu'il s'implique dans l'établissement des projets de soins en amont des séjours en réanimation. Alors, un des moyens d'exprimer sa volonté ou de rechercher la volonté des patients, c'est les directives anticipées. On se rend compte sur les différentes études qui ont été réalisées auprès de médecins généralistes chez des citoyens français de plus de 50 ans que globalement, les directives anticipées, elles sont très peu rédigées. Pour plusieurs raisons qui sont mentionnées, soit parce que les personnes ont confiance en leurs proches ou qui n'ont pas envie de se projeter. Et même après un séjour en réanimation, cette enquête qui a été réalisée montre qu'après un séjour en réanimation, finalement, 83% des patients n'avaient jamais entendu parler le terme de directive anticipée, 76% des proches en ignoraient l'existence, et ceux qui en connaissaient l'existence étaient incapables de préciser leur rôle. Et seuls 2 patients avaient rédigé des directives anticipées avant l'admission en réanimation, et malgré un séjour en réanimation, 6 seulement exprimaient le souhait de rédiger au-delà du séjour. Donc il y a un vrai travail à faire pour autonomiser le patient, l'impliquer dans son projet de soins, un vrai travail d'information, d'éducation, d'acculturation de cette réflexion autour des directives anticipées de la population à mener. Et le réanimateur a une place dans ce processus de réflexion parce qu'un séjour en réanimation, c'est un événement biographique majeur. Le patient a expérimenté la fragilité de sa condition. Il comprend mieux ce que représente une suppléance d'organes. Il est parfois plus disposé à réfléchir à ses valeurs et à ses souhaits futurs. Et dans ce cadre-là, on peut utiliser les consultations post-réanimation, des consultations dédiées aux directives anticipées, les échanges avec les médecins traitants et les médecins spécialistes pour engager une réflexion anticipée sur les objectifs de soins. Donc pour résumer, impliquer le réanimateur dans une concertation anticipée avec le patient, c'est appréhender ses souhaits, définir un niveau d'engagement thérapeutique, établir la pertinence des suppléances à un moment précis de son parcours de soins, discuter la légitimité à les répéter et à réadmettre le patient, et aborder la question de la fin de vie et de la sédation profonde et continue jusqu'au décès, le cas échéant. Avec nos collègues, nous impliquer dans une concertation anticipée, c'est, au-delà de ce que j'ai déjà évoqué, cultiver la collégialité, intégrer précocement les soins palliatifs dans le parcours de soins et utiliser de façon appropriée les ressources et les possibilités de la réanimation. Et en impliquant le réanimateur dans une concertation anticipée, au final, ce qu'on va améliorer, c'est la qualité et les conditions de travail des acteurs de soins en réanimation et donc améliorer la qualité et la sécurité de soins qui est une de nos préoccupations au quotidien. Donc en pratique, comment on pourrait sortir de nos réanimations pour anticiper les projets de soins? Alors la forme, ça, il faudrait en discuter, mais il faut faire l'effort de sortir de nos services, se faire connaître des autres spécialités et collaborer avec eux en intégrant l'éventualité de la réanimation dans les projets de soins, en sollicitant l'expertise des réanimateurs en amont, à la fois sur leurs compétences éthiques, mais à la fois sur leur vision globale du malade, leur capacité à réfléchir sur des patients complexes qui ont plusieurs pathologies intriquées, ce qui est notre quotidien en réanimation.
Donc on pourrait imaginer des réunions de concertation pluridisciplinaires, on pourrait y participer, on pourrait les proposer, on pourrait développer des équipes mobiles qui nous permettent d'aller voir des patients dans les services ou même envisager des consultations ciblées avec un réanimateur. Le réanimateur pourrait donc avoir un rôle de consultant extérieur pour un choix éclairé du patient et de ses proches. Et la réanimation deviendrait dans ce cas-là une étape possible dans le parcours de soins du malade et non un accident impensable comme c'est parfois le cas, comme c'est vécu encore aujourd'hui. Après la réanimation, le réanimateur a un rôle dans le suivi post-réanimation, en consultation post-réanimation, en hôpital de jour post-réanimation. Il peut mobiliser une équipe pluriprofessionnelle et multidisciplinaire qui permet de réévaluer l'intérêt d'une nouvelle admission et qui participe à la réflexion relative aux directives anticipées, qui contribue au projet de soins et à l'Advanced Care Planning. La consultation post-réanimation, la réévaluation post-réanimation, elle est actuellement recommandée par l'HAS. Et c'est également une recommandation de la certification des établissements de santé pour la qualité des soins. Donc en conclusion, oui, le réanimateur doit sortir de la réanimation en amont du passage en réanimation avec une activité de consultant, soit à travers des réunions de concertation pluridisciplinaires, participer à l'établissement d'un projet de soins dans le cadre de l'Advanced Care Planning, susciter en tout cas ou essayer de débuter une réflexion éthique du patient au sujet de ses souhaits, des directives anticipées, éventuellement solliciter les soins palliatifs beaucoup plus en amont chez des patients polypathologiques avec des pathologies chroniques dont ils vont un jour peut-être se situer dans une situation d'impasse thérapeutique. Et après la réanimation, et également à travers une activité de consultant, parce que l'après-réanimation peut devenir un avant-réanimation et réciproquement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Après la version ouverte, nous allons avoir la version fermée. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis PHA à La Rochelle et je n'ai pas de lien d'intérêt. Donc, on a préparé ce topo avec Marion. Elle m'a dit bonne chance parce que tu as le côté le plus difficile. Et j'ai dit bon, je ne sais pas, je vais essayer de trouver. Et en fait, j'ai essayé de mobiliser toute ma mauvaise foi pour vous trouver tous les arguments parce que je suis quand même plutôt pour à la base. Mais je vais vous montrer qu'il y a quand même des arguments pour dire non. Donc, je raconte un petit peu ma vie, mais pour vous résumer un petit peu ma vie professionnelle, ça fait 10 ans que je suis thésée. J'ai commencé dans un hôpital qui s'appelle Paul Brousse, où je travaillais dans un centre de réanimation hépatique. Et donc, c'était un centre où il n'y a pas de service d'urgence et où le réanimateur était appelé pour toutes sortes de choses qui se passaient, que ce soit le patient qui faisait un arrêt cardiaque dans un service, ou alors un patient qui s'était foulé la cheville en allant en consultation. C'était quand même le réanimateur qui était appelé, donc on était mobilisés pour beaucoup de choses. On a eu une femme enceinte aussi qui a eu des contractions, qui travaillait dans l'hôpital. Bref, c'était un peu folklorique, donc on était appelés sur beaucoup de choses. Et puis maintenant, je travaille à La Rochelle, c'est un petit peu plus zen, et parce qu'il y a un SMUR pédestre qui pallie aux urgences vitales. Par contre, on est quand même souvent appelés plus pour des discussions d'admission, des anticipations, et ça fait partie un peu du cadre aussi de la sortie de réanimation. Donc, pour moi, il y a quand même 4 grands motifs d'appel pour sortir de réanimation. C'est 1, l'urgence vitale. Ça, c'est un peu évident. 2, c'est les gestes techniques. Ça peut être parfois poser des drains s'il n'y a pas de médecin qui est en possibilité de le faire. Alors tout ça, c'est en dehors de la permanence des soins, mais ça peut arriver. Les poses de voie veineuse centrale, parfois aussi. Ensuite, c'est plutôt le côté dont Marion a parlé, c'était d'essayer d'anticiper éventuellement une admission précoce chez des patients qui ne sont pas encore en défaillance d'organes, mais qui sont plutôt à risque de dégradation. Donc parfois, on a des demandes pour des admissions précoces en USC, par exemple. Et puis, tout ce qui est autour de l'élaboration du projet de soins. Et là, c'est vraiment discuter de façon collégiale de est-ce que ce patient il sera admis ou pas, et s'il est admis, quel sera le niveau de soins de ce patient. Et ça, c'est en amont. Vous voyez qu'il y a quand même plusieurs volets et les arguments contre, ils vont aller se greffer sur chacun de ces volets.
si on essaie de savoir de quel patient on parle, donc il y a très peu de littérature sur ce plan-là. J'ai trouvé une étude de 2012 sur les réanimateurs médicaux à Bichat, donc ils comptaient tous les appels qu'ils avaient eus aux urgences, et ils comptaient qu'il y avait à peu près un appel par jour. C'était lissé sur quelques mois, et quand même le temps était assez long puisqu'il y avait 50 minutes en moyenne de consultation, avec quasiment 20% des malades pour qui on faisait plusieurs allers-retours entre l'AREA, les urgences. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y a même pas la moitié des patients qui étaient finalement pris en charge en réanimation. On n'a pas l'information si c'est parce qu'ils ont été limités ou si finalement ils relevaient pas de la réanimation. Mais en tout cas, ça peut être un chiffre intéressant à avoir en tête. Si on essaie de savoir quels patients on voit dans les étages, il y a pareil, on n'a pas beaucoup d'études, mais on a cette étude suédoise. Donc ça, c'est sur le modèle des Rapid Response Team. On va en reparler un petit peu, mais en gros, c'est une équipe mobile de réanimation. Et là, donc, c'est des patients qui... Donc c'était une étude qui se passait sur 5 ans et ils étaient à 3500 appels sur 5 ans. Donc ça faisait à peu près 2 appels par jour. Après, c'est une moyenne. Hein. Et en fait, donc, dans 40% des cas, ils admettaient le patient avec un taux de mortalité à J30 qui était quand même à 30%. Et il disait que dans cette étude, on avait à peu près un quart des patients chez qui, en fait, ils étaient appelés, mais finalement, ils étaient plutôt appelés pour discuter de fin de vie et de limitation thérapeutique. Et donc, l'Australie aussi a beaucoup développé les Rapid Response Team. Et chez eux, c'est plutôt un tiers des cas. En gros, les gens sont appelés parce qu'il y a une défaillance. Et finalement, derrière, on limite les gens dans à peu près un tiers des cas. Donc, quels sont les arguments contre sortir des services de réanimation ? Déjà, le premier, c'est évident, c'est la sécurité du patient. Donc, quand on va prendre en charge des patients dans les étages, parfois, ça ressemble un petit peu à ça. C'est pas toujours facile quand on débarque. Tout le monde est un petit peu paniqué, puis nous, on arrive avec nos trucs de réa et on se comprend pas toujours. Alors, pourquoi c'est difficile de prendre en charge des patients en dehors de la réanimation ? Déjà, parce que l'environnement est pas adapté. Les locaux ne sont pas adaptés, le matériel non plus. Parfois, on se retrouve à devoir intuber des gens, on peut pas enlever la tête de lit. J'ai intubé en psychiatrie, il n'y avait pas d'oxygène. Il y a des choses parfois qui font que c'est très difficile de prendre en charge les patients en dehors du service de réanimation. L'équipe aussi, parfois, n'est pas formée ou très peu expérimentée en réanimation. Donc, si on vient tout seul sans notre équipe de réa, c'est dur de faire de la réa en dehors de la réa. Ils sont en sous-effectif très souvent. Ils ont du mal à nous soutenir. Donc, parfois, on se sent un petit peu seul. Et puis, gérer un patient en dehors de la réanimation, ça entraîne un retard d'admission en réanimation. Et ça peut être une perte de chance. Ça, pour le coup, on a au moins une étude qui le dit, puisqu'on avait cette étude, alors qu'elle est déjà un petit peu ancienne, mais elle nous répond un petit peu. C'est que globalement, chaque heure passée en dehors de la réanimation, quand on relève de réanimation, qu'on est dans les étages, je ne parle pas des urgences, mais vraiment des étages, ça augmente la mortalité hospitalière d'1%. Donc ça montre vraiment qu'il ne faut pas gérer nos malades en dehors en tout cas dans les étages. Je vous en ai parlé un petit peu, mais il y a le modèle des Rapid Response Team. Donc l'idée, c'est qu'en fait, il y a une liste de critères pour lesquels les infirmières ou les médecins peuvent appeler cette équipe. Souvent, c'est des critères cliniques. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir anticiper et d'admettre le plus précocement ces patients. Souvent, c'est des patients, c'est plutôt axé sur le sepsis en général, mais il y a un peu tout type de patients. Et si on reprend toutes les études qui ont été faites, donc c'est principalement en Australie où il y a 95% des réa qui le pratiquent. Il y a donc 4 études randomisées et 7 qui n'étaient pas randomisées. Si on prend vraiment la database de la Cochrane, en fait, on se rend compte que finalement, il n'y a pas beaucoup de différence sur la mortalité hospitalière, sur le taux d'admission en réanimation et sur la durée de séjour. Donc, ça pose la question, est-ce que anticiper vraiment les parcours, il ne faut pas les anticiper encore plus, ou est-ce que ça fonctionne, ce modèle-là ? En tout cas, le niveau de preuve, il est assez faible. Alors, les auteurs, en général, ils expliquent que finalement, les gens, même s'ils ont les critères, ils appellent quand même pas parce qu'il n'y a pas de défaillance d'organes. Donc, du coup, ils se disent, en fait, ça sert à rien d'appeler le réa puisqu'il n'y a pas de défaillance d'organes, alors même que l'idée, c'est qu'on appelle avant qu'il y ait une défaillance d'organes. Donc, il y a un gros biais. Et ça, il y a toute une culture à mettre en place pour que ça puisse fonctionner. Quand on parle de sécurité, il faut aussi parler de la sécurité des patients de réanimation, parce que si je sors de réanimation, qui est-ce qui s'occupe de mes patients qui sont en réanimation ? Même si on n'est pas de garde,
on a parfois des patients à charge, même si on doit sortir. Donc ça va induire des interruptions de tâches. On va être appelé, on va partir, on va revenir, on va faire des allers-retours par exemple aux urgences. Et ça peut induire un risque d'erreur médicale. Si on part à un moment où on était en train de décider quelque chose pour un patient, ça peut faire perdre un peu le fil de ce qui se passe. Et puis le risque évidemment, c'est le défaut de surveillance. Alors il y a toujours du monde qui reste dans la réanimation, mais on est loin de notre malade. Ça peut interrompre parfois les transmissions, donc augmenter le niveau d'insécurité de certains patients. Et puis parfois, au moment où c'est la visite multidisciplinaire, donc par exemple le chirurgien passe, c'est le moment où en fait on est appelé aux urgences et donc on va partir et finalement on n'a pas eu l'information. Et ça aussi, ça peut faire des défauts au niveau organisationnel. Une fois qu'on a parlé de la sécurité, on va parler de contraintes de temps et de charge de travail. La journée d'un réa, c'est quand même souvent intense. On a la visite, on a le staff, il faut aller faire les examens complémentaires, des gestes. On a toutes les tâches de fond qui nous occupent aussi, qu'on essaie de faire au mieux. Et puis, il y a tout ce qui est formation, notamment formation des internes. Et donc ça, c'est déjà des journées qui sont extrêmement denses. Et par-dessus ça, on va rajouter des discussions longues de projets de soins, qui est une activité qui est quand même assez chronophage. Si on veut faire les choses vraiment bien, il faut aller voir l'équipe médicale et paramédicale qui s'occupe du patient. Il faut éventuellement demander un avis spécialisé s'il y a besoin. Il faut aller voir le malade, il faut recueillir ses souhaits, l'examiner, bien l'évaluer. Il faut accompagner aussi la famille et la rencontrer. Et aussi, parfois, on a besoin d'un temps de réflexion. Donc tout ça, ça prend encore beaucoup de temps dans la journée. Et le risque de le faire alors qu'on a d'autres choses à faire, c'est de mal faire cette discussion de projet de soins. On a cette étude française qui essaye de voir combien de temps on passe en dehors de la réanimation. Alors c'est sur 2 centres, c'était à Dijon et à Strasbourg. Et ils ont regardé combien de temps on passait en dehors de la réa. Alors, sous réserve que dans un tiers des cas, c'était en imagerie, donc on ne va pas en parler puisque ce n'est pas pour nous, mais en tout cas, il y avait un tiers des cas où c'était les urgences et un tiers des cas où c'était en service de soins classiques. Donc il y a quand même 1h30 à 1 heure de temps passé par jour si on lit sur l'année en dehors du service de réanimation. Donc c'est quand même un temps assez long dans des journées qui ne sont pas extensibles non plus. Donc ça, c'est un autre argument pour se dire que c'est un petit peu difficile à mettre en place. Ça amène tout naturellement aux questions de qualité de vie au travail. Donc quand on va se retrouver à sortir du service de réanimation, on va être un petit peu multitâche. On va gérer nos patients, ensuite on va aller faire des examens complémentaires, et puis après on va aller évaluer un malade dans les étages. Donc ça à nouveau, ça nous donne de l'interruption de tâches et vraiment cette sensation de zapping où il faut passer d'un patient à un autre de façon très rapide. Il faut un peu avoir le don d'ubiquité, et ça, c'est pas toujours facile à gérer psychologiquement. Ensuite, on va très souvent se retrouver à avoir la charge mentale en fait, de la décision finale. Ça arrive quand même régulièrement d'être appelé pour des décisions de fin de vie, des dilemmes éthiques, et finalement, on a un peu l'impression d'être appelé en dernier recours, parce que finalement, souvent, on peut se retrouver à devoir annoncer cette décision et on est un petit peu en décalage parfois avec tout ce qu'on est en train de faire à côté. Et ça peut être, je trouve, assez lourd à porter de se retrouver à être celui qui annonce ces décisions directement aux patients. Ça nous amène à la déresponsabilité des autres spécialistes. Si on arrive et que c'est tout le temps nous qui gérons les situations de fin de vie et les dilemmes éthiques, finalement, il ne faut pas s'attendre à ce que les spécialistes veuillent reprendre la main. C'est quand même pas des situations qui sont très agréables à vivre. Et donc, si on dit que le réanimateur, c'est lui spécialiste des décisions de fin de vie, l'écueil, c'est que finalement, ce soit toujours sur lui que ça retombe. Et puis tout ça, ça nous amène quand même à se détacher des tâches de fond. Et finalement, on peut perdre le sentiment d'accomplissement du travail accompli. Et ça, au niveau professionnel, ça peut aussi jouer. Donc tous ces facteurs-là peuvent quand même amener un risque de burn-out. Alors c'est marrant parce qu'on donne les mêmes arguments dans un sens ou dans un autre. Mais en tout cas, il faut aussi avoir ça en tête, que ça peut rajouter des tâches et ça peut être assez lourd.
On l'a déjà dit, mais la prévalence chez les soignants en réa, c'est 40%. Alors quand on dit les soignants, c'est l'infirmière et le médecin, mais bon, en tout cas, c'est quand même 40%. Et dans les facteurs de risque, c'est des facteurs dont je vous ai déjà parlé. C'est les dilemmes éthiques, c'est la charge de travail, c'est la décision de fin de vie et c'est le fait de ne pas avoir vraiment, de se sentir peu accompli au niveau professionnel et personnel. Et puis le dernier argument, alors là, vous allez peut-être me trouver de mauvaise foi, mais c'est globalement l'administration. Donc déjà, c'est une activité qui n'est pas du tout valorisée. C'est-à-dire qu'on fasse notre visite en réanimation ou qu'on passe 3 heures en dehors de la réanimation, il n'y a pas de valorisation en termes pécuniaires. Il faut quand même de la traçabilité, un compte rendu. Donc ça nous rajoute une charge de travail, un temps de travail. À titre personnel, j'ai dans mon service beaucoup de mes collègues qui n'arrivent pas à utiliser le logiciel pour écrire un mot, parce que c'est un logiciel qui est pas celui de notre réanimation, et donc du coup c'est tout un bazar où il faut aller créer des trucs, donc ça prend un temps fou, mais c'est important quand même d'avoir des comptes rendus. Ça peut diluer parfois un peu la responsabilité, c'est-à-dire que le médecin de réa qui passe pour poser un drain ou pour poser un KTC puis qui repart, finalement qui est-ce qui s'occupe vraiment du patient? Le médecin de réa où on a commencé un petit peu à faire de la réanimation avant de l'admettre en réanimation, est-ce qu'il est obligé de rester jusqu'au bout pour l'amener en réanimation, le patient ou pas? Donc ça pose des questions aussi. Et puis la dernière question, c'est l'adéquation du nombre de lits. Si on veut anticiper et admettre des patients qui ne sont pas encore défaillants en réanimation, est-ce qu'on a assez de lits pour le faire, notamment en USC? Ça, je trouve que c'est des questions qui se posent souvent au quotidien. Et puis pour finir, c'est juste sur un plan pratique, c'est qu'en fait, il manque des bras pour faire tout ça, puisqu'actuellement, il manque, dans cette étude, il y avait 300 ETP manquants qui étaient calculés, avec des départs à la retraite qui sont programmés dans les 5 ans. Et donc ça aussi, c'est quand même un argument fort pour se dire que ça peut être difficile de mettre en place ces beaux projets de soins dont Marion nous a parlé. Et puis, je suis quand même assez sympa pour donner des pistes quand même, parce que je ne suis pas tant de mauvaise foi que ça. Et donc, je vous propose en tout cas 4 pistes de réflexion. C'est est-ce qu'on pourrait créer des équipes mobiles de soins critiques qui seraient dédiées? Donc, le médecin ne ferait que ça de sa journée. Ça nécessite évidemment des effectifs médicaux adaptés et ce n'est pas toujours facile à mettre en place. Il faut probablement augmenter la culture de la collégialité, c'est-à-dire vraiment prendre du temps de sélectionner le bon malade chez qui on va vraiment avoir un dilemme éthique et devoir discuter avec les autres spécialités, et au contraire probablement des patients qui peuvent être plus ou moins gérés par par les spécialistes eux-mêmes, et en fait réussir à responsabiliser les équipes et vraiment se retrouver à un état d'équilibre où le réanimateur peut être appelé mais pas systématiquement, avoir évidemment un nombre de lits adapté et pas se retrouver à aller faire de la demi-réa, des choses qui sont pas forcément sécuritaires en dehors de la réanimation. Et puis ce serait de rémunérer cette activité, je ne sais pas sous quelle forme, et ça nécessiterait aussi une traçabilité. Donc voilà, ce sont mes arguments. Merci. Merci Sophie-Caroline, merci Marion. Vous pouvez venir nous rejoindre pour compléter cette table ronde. Alors, on a entendu vos arguments. J'aimerais compléter aussi par quelques informations supplémentaires. Vous savez que cette session est organisée par le syndicat des médecins réanimateurs. C'est pas pour rien. Cette question de l'intervention à l'extérieur de la réanimation, elle est de plus en plus posée au syndicat, notamment dans le contexte de la réforme des soins critiques, avec la mise en place d'un texte de loi qui stipule que le réanimateur doit être dédié au plateau de soins critiques, c'est-à-dire à sa réanimation et à son unité de soins intensifs. Et de là est apparu en fait des difficultés dans la compréhension d'organiser la gestion des urgences, la gestion des appels à l'extérieur, et donc des réanimateurs qui se trouvaient en difficulté de dire on a une injonction peut-être quelque part à devoir rester auprès de nos patients, et puis de l'autre on a quand même cette injonction d'assister les patients en détresse dans les étages, d'assister nos collègues qui sont en difficulté, et tout ça a été extrêmement bien expliqué par nos 2 orateurs. Alors pour compléter, enfin, vous avez peut-être répondu à cette enquête récente faite par le collège sur
votre organisation à l'intérieur de votre réanimation. Les résultats ne sont pas encore publiés, mais j'ai eu par Boris Delange et Julien Demisel quelques résultats qui montrent que finalement, parmi les répondeurs, la moitié des réanimateurs disposent d'un BIP dédié à un seul réanimateur qui ne se occupera pas de l'activité clinique de son plateau de soins critiques, mais qui sera uniquement dédié à l'activité extérieure. Donc juste un service sur 2 à ce type d'organisation. Ça, c'est la journée. Et la nuit, en fait, la présence de 2 réanimateurs reste l'exception, hein, avec globalement moins de 10% des services de réanimation répondants et tous correspondant à des services disposant d'au moins 14 lits, voire plus, de réanimation à s'occuper sur leur plateau. Donc j'aimerais savoir, juste pour finir cette introduction, parmi vous, combien ont en journée un médecin dédié à la réponse aux appels extérieurs. Donc voilà, combien n'en ont pas, juste pour qu'on se rende compte que voilà, on n'est pas loin quand même de moitié-moitié. Donc ça représente bien la difficulté qu'on peut avoir en journée. Alors au cours de cette discussion, vous n'hésitez pas à vous lever et à intervenir auprès du micro. Et j'avais envie de commencer la discussion avec le docteur Godeau, qui pourra nous donner son avis dans l'organisation générale du fait de son expérience à la fois comme endocrinologue, mais aussi et surtout comme président de CME. Merci, oui. Mon expérience, elle est avant tout sur le plan clinique rochelaise. Hein. Après, c'est les discussions avec les collègues. Déjà, je voudrais remercier les présentatrices parce que moi, je trouve que les topos étaient très adaptés à ce qu'on attendait. Alors, comment dire, d'une manière un peu générale, l'histoire de la réanimation du médecin qui doit être en réanimation, oui. Mais après, on travaille en équipe. Donc, je veux dire, probablement que le texte de loi, ce qui veut dire, c'est qu'il doit y avoir une sécurité intérieure au service, ce qui ne veut pas dire que personne, à mon avis, ne doit sortir. Alors, je pense que ce qui est compliqué après, c'est que ça va dépendre de la taille des équipes, ça va dépendre de la garde et de la journée et tout ça. Néanmoins, clairement, le réanimateur, il a une expertise, je pense, qu'il doit faire bénéficier à l'hôpital et pas seulement aux malades présents. Là, c'est la cible. Hein, pas seulement aux malades présents dans le service de réanimation. Ça a été dit plusieurs fois. Je ne suis pas sûr que le sujet soit qu'une question de déresponsabilisation si on vient dans les services. C'est aussi que maintenant, la formation médicale, elle s'est modifiée. Et ça, je pense que c'est un souci qui n'est pas propre à la réanimation. La formation médicale, elle est de plus en plus spécialisée et que les gens ne sont pas obligatoirement bien formés. Et ce qui n'a pas été dit, et moi je pense que c'est un sujet aussi. Alors il y a l'anticipation, parce que je pense aussi qu'on peut éviter des réanimations en ayant un avis en amont. Il y a aussi, je pense, la formation et la sensibilisation des PH en interne à détecter peut-être plus précocement le malade à risque et le malade qui devrait aller en réanimation. Je pense que malheureusement, trop souvent, honnêtement, un malade qui est défaillant en endocrino, je pense qu'on appelle à la dernière minute parce qu'on n'est pas obligatoirement formé. C'est quoi les petits critères qui disent celui-là, il est en train de s'aggraver, celui-là, il a de forts risques. Alors je ne sais pas si ça nécessite un déplacement, mais ça nécessite probablement au minimum un avis. Et ça, je pense qu'il faut absolument aussi le formaliser. Parce que les équipes de soins rapides, je sais que ça se développe à droite. Hier, j'étais avec une PCME d'Aix-en-Provence. Apparemment, ils ont en effet un réanimateur dédié pour une intervention rapide. Bon, je pense que ça, c'est bien, mais je ne suis pas sûr que ça doit se limiter qu'à ça. Je pense que là aussi, ça dépend des établissements. À La Rochelle, on a ce qu'on appelle un SMUR pédestre, c'est-à-dire que l'arrêt cardiaque, il est pris en charge par un SMUR organisé en interne. Donc voilà. Je pense que de bénéficier de cette expertise, de discuter justement avec les médecins spécialistes de collégialité, peut-être aussi de conseils en amont, je pense que ça, c'est aussi important. Je pense que ça s'organise.
C'est là où il y a peut-être la place du président de CME ou d'autres délégués par le président de CME pour organiser en interne les modalités d'appel, peut-être définir des critères qui doivent inciter à solliciter le réanimateur pour avis. Je pense que ça c'est aussi important. C'est vrai que les histoires de fin de vie, c'est compliqué. Vous, hélas, enfin, ça fait partie de votre quotidien. En endocrino, la décision d'une fin de vie, ça va être 1 ou 2 fois par an. Vous ne pouvez pas demander à ces spécialités-là d'être compétents sur le sujet. C'est trop après au ressenti, à la personnalité des uns et des autres. Et je pense que ça nécessite un travail interne. C'est quelque chose sur lequel peut-être je suis pas assez sensibilisé, même si au contraire on a un projet en interne. Je pense que le rôle après la réanimation est également important. Je pense que vous avez des expertises aussi pour accompagner ces patients. Hein. Moi, j'ai eu quelqu'un de proche qui a fait 2 ou 3 mois de réanimation. C'est dur de s'en remettre. Et en plus, malgré tout, quelqu'un qui était jeune. C'est dur de s'en remettre. Et ça, il y a cette expertise. Voilà ce que je dirais un peu pour introduction. L'histoire de la valorisation, bon, c'est un peu de mauvaise foi. Hein. Si on commence à rentrer là-dedans, l'hôpital est mal barré. Oui et non, parce que le fait de sortir, ça aidera à mieux coter les pathologies du patient. Et finalement, peut-être que le séjour, alors ça ne tombera pas dans l'escarcelle du service de réanimation, mais ce qui compte, c'est pas que la réanimation soit équilibrée, c'est que l'hôpital soit équilibré. Donc si le séjour est mieux coté, c'est un intérêt collectif. Merci. L'accréditation des établissements nécessite l'organisation d'un système de prise en charge des urgences avec un numéro unique, que ce soit en journée. Donc on sent qu'il y a quand même un cadre qui s'impose à nous. Le problème, c'est les capacités de l'assumer pour les équipes. Évidemment, avoir une rapide response team, plus un médecin dédié pour les appels téléphoniques, plus un médecin dédié aux décisions éthiques. Voilà, on est quand même de plus en plus sollicité, certainement aussi parce que sur la formation, on est devenu les spécialistes du niveau d'engagement thérapeutique à faire pour les patients, et donc on se retrouve fortement sollicité. Mais alors, dans ce cadre à la fois légal, Maître, quels sont les éléments qu'il faut faire ressurgir sur le risque de ne pas intervenir, de ne pas sortir, ou inversement, le risque de sortir et d'avoir des difficultés dans son propre service? Oui, ça marche. Parfait. Merci beaucoup pour cette invitation et pour ces 2 exposés qui étaient effectivement brillants. On a vu un petit peu dans la première partie, moi, j'ai pas vraiment trouvé ça pour et contre, mais plutôt en théorie et en pratique. Hein. Donc, ce qu'on aimerait pouvoir faire et la réalité du terrain. En droit, la situation est simple. C'est ça, je veux vous rassurer. La situation est simple. On va s'interroger sur l'organisation du service. Et vu que moi, j'interviens une fois que la prise en charge a été effectuée en tant qu'avocat et que l'expert intervient à ce stade également, on intervient trop tard, plus tard, et le seul élément qui nous permettra de savoir si les soins qui ont été effectués étaient conformes ou non, et s'il devait donc, si le réanimateur devait ou non sortir de la réanimation ou y rester, c'est le dossier médical. Donc 2 choses qui ont été dites et qui me semblent fondamentales dans les exposés. La collégialité, puisque effectivement on pourrait reprocher à un médecin de ne pas avoir respecté les dispositions, c'est l'article 60 du Code de déontologie médicale inclus dans le Code de la santé publique, R4127-60, qui impose à un médecin, je vous le dis pour info, mais vous pourrez googliser, c'est très simple, qui impose à un médecin de faire appel à un consultant, à un spécialiste, si il en a le besoin. Donc collégialité, continuité des soins, évidemment, mais derrière traçabilité avec tout ce que ça veut dire, et j'ai bien entendu les problématiques de logiciels interservices. Ça, c'est la plaie. C'est la plaie systématiquement. Alors après, l'autre question qui va se poser, c'est la question du protocole et de la protocolisation éventuelle au sein des établissements pour savoir dans quel cadre on appelle, dans quel cadre, qui on appelle, comment on appelle, sous quel délai le réanimateur doit se déplacer ou pas. Mais ça, c'est votre tambouille interne. D'un point de vue
légal. Vous êtes réanimateur, soit vous exercez dans un cadre hospitalier et vous êtes dans le cadre du service public hospitalier, soit vous exercez dans un cadre privé. Et je ne sais pas si vous êtes salarié ou libéral, mais la question qui va se poser globalement, c'est la question de l'organisation des soins. L'organisation globale des soins. Et en général, vous êtes à peu près dans le même bateau. Alors, ce n'est pas, il y a déjà de la jurisprudence, mais les magistrats, les experts et les magistrats réfléchissent au cas par cas, mais ce n'est pas parce que vous allez faire une démarche au 3e étage dans le service et donner un avis pour un patient que cela déresponsabilisera de facto, alors peut-être mentalement et intellectuellement, mais pas juridiquement, le médecin qui est en charge du patient. Le patient reste dans son service, le chirurgien est en charge du patient, même si vous intervenez de manière ponctuelle dans ce cadre. Donc voilà un petit peu la situation. Moi, le maître mot globalement, et pour vous couvrir, la seule chose à faire, c'est assurer la traçabilité. Et si vous ne le faites pas, votre confrère le fera. Donc votre confrère, il notera qu'il vous a appelé à 4 reprises et que vous ne vous êtes pas déplacé. L'infirmière notera dans les observations ciblées qu'elle vous a appelé à X reprises et que vous ne vous êtes pas déplacé. Et si vous vous déplacez et que vous ne notez pas, l'infirmière notera que vous vous êtes déplacé et notera des choses plus ou moins précises, avec un horaire et des décisions thérapeutiques plus ou moins précises. Et, in fine, votre responsabilité pourrait être engagée de ce fait pour une simple, je sais que ce n'est pas simple en pratique, je me fais l'avocat du diable, mais pour une simple difficulté pratique qui va être de traçabilité. Donc, quoi que vous fassiez, il faut assurer la traçabilité la plus précise dans le dossier. C'est vraiment le maître mot, puisque c'est la seule chose qui aura un intérêt secondairement. Je suis un peu froide et un peu critique. Bien sûr que l'intérêt du patient passe en premier, j'en ai bien conscience. Mais néanmoins, après, s'il y a une difficulté dans la prise en charge, l'expert, la première chose qu'il regarde, c'est le dossier médical. Et la difficulté, c'est qu'on a généralement plus d'éléments médicaux dans les observations, dans les transmissions ciblées des infirmières que dans les dossiers médicaux, avec des médecins qui ne notent pas et qui notent encore moins quand il ne s'agit pas, entre guillemets, de leur patient, puisqu'il n'est pas dans le service de réa, puisqu'on évoque cette possibilité-là. Donc vraiment, pour moi, c'est la seule chose qui vous couvrira, étant précisé qu'on pourra toujours vous reprocher de ne pas être intervenu si vous n'intervenez pas, d'être intervenu si vous intervenez, puisque bien évidemment, si vous intervenez, vous faites un acte médical qui engage votre responsabilité. Donc, dans tous les cas, vous pourrez voir votre responsabilité, peut-être pas encore engagée, mais questionnée en tout cas, ou interrogée, quelle que soit la position que vous avez. Et ça, malheureusement, c'est aussi presque l'intérêt de votre métier. On ne serait pas là. Et ce n'est pas propre à la réa, c'est propre à la médecine, évidemment, et c'est propre à l'organisation, avec, évidemment, toutes les problématiques qu'on connaît, qui sont des problématiques de moyens, mais ça, j'y reviendrai pas, vous les connaissez tout à fait. Donc voilà, je réponds à vos questions, mais voilà en gros, moi, le simple maître mot pour me faciliter la tâche, secondairement, c'est la traçabilité. C'est bon ça? Ouais, ok. Pardon. Docteur Chakarian, Arwan, réanimateur. C'est très bien que vous soyez là, avocate, parce que souvent, je me pose la question, et je ne suis pas sûr que ce soit bien clair. On a l'expertise, tout ça, sauf que quand on est appelé par nos confrères, urgentistes ou dans les services de spécialité, et qu'on estime, nous, avec notre expertise, et patient hors d'état exprimer sa volonté, qu'il ne justifie pas de l'admission en réanimation, dossier médical, tout ce qui a été brillamment raconté, bon voilà. Et la plupart du temps, ça se passe bien avec le confrère, mais des fois, il y a on sent que ça accroche, on sent que ça bloque, que le confrère, pneumo, l'urgentiste, tout ça, il voudrait bien qu'on le prenne. Et je suis en train de me dire, et ça fait des années que je me dis, quand même, s'il y a un souci légal, la collégialité, la vie extérieure, Leonetti, il n'est pas très collégial. Ouais.
Voilà, au final. Alors, j'ai beau être expert de tout ce qu'on veut, du pronostic, du survie, des complications post-réa, d'estimer que, voilà. Quand ça accroche, je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas surtout ce que dit la loi, parce que c'est pas une question de pensée, là. Une question de cadre légal. La question, c'est si la collégialité n'est pas évidente dans le dossier. Pardon. Merci. Oui, alors... Collégialité et l'unanimité. Une décision collégiale, elle peut être prise par des gens qui ne sont pas d'accord. Et on en prend une. Collégial, ça veut dire qu'on est deux. Enfin, au moins. Mais pas unanime. C'est une confusion terrible. Alors, comment... Mais alors, en cas de désaccord, qu'est-ce qu'il faut alors, on va dire les choses. Il y en a un qui veut, l'autre qui veut pas. Hein, voilà. On va dire oui. Enfin... Vous tracez les raisons. Alors, il y a deux problématiques. C'est que là, il y a deux problématiques sur l'admission en réa. Il y a la problématique de limitation des soins, qui est encadrée effectivement par les textes. Et il y a une autre problématique, mais alors là, pour le coup, que je vois très très souvent, et je rejoins ce que vous avez indiqué tout à l'heure, c'est que la majorité des responsabilités et des problématiques concernent des patients qu'on n'a pas transférés suffisamment tôt en réa. Ça, d'expérience, ça fait 20 ans que je fais ça, la majorité des dossiers, c'est cela. Pour X raisons, soit parce que le chirurgien n'a pas vu le problème, parce qu'il n'a pas appelé, parce qu'il a essayé d'en appeler 8 et qu'on lui a dit non, et ben dans ce cas-là, il trace le fait qu'il a essayé d'en appeler 8 et qu'on lui a dit non, et à un moment, à l'impossible, il n'est tenu. Vous, dans la limitation des soins, les éléments qui doivent apparaître dans le dossier, c'est 1, la collégialité, et 2, les raisons pour lesquelles vous avez pris cette décision. La décision de ne pas accepter le patient ou de limiter les soins. Votre raisonnement doit être écrit. Parce que, in fine, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux hypothèses. Soit le patient va mourir, c'est ses ayants droit. Donc ses ayants droit, de toute façon, quelle que soit la décision, soit ils vont considérer que vous avez fait de l'acharnement thérapeutique, soit ils vont considérer que vous n'avez pas poussé les soins suffisamment loin. Donc dans les deux cas, dans les deux cas, il faut pouvoir lui apporter une réponse. En complément, je ne vais pas donner de réponse réglementaire. Voilà. Je crois que même quand on est appelé au téléphone et que le patient n'est pas en réa, il faut faire un compte rendu. Oui. Voilà. Non, mais je dis ça parce que ça se fait peut-être dans le contexte médico-légal actuel, mais je pense que ça voilà. Ça, c'est un sujet. Après, c'est pas propre à la réanimation. Un chirurgien qui veut pas opérer, c'est lui qui est responsable de la décision. Et le réanimateur, pour moi, c'est lui l'expert. Il a tracé, il donne ses arguments, voilà. Par contre, je pense aussi que là où ça accroche, c'est le stress de celui qui appelle et qui se sent dépassé par la situation. Et je pense qu'il faut surtout pas faire après, écoute, j'en veux pas ou j'ai pas de lit, démerde-toi. Et ça, je pense qu'il faut l'aider aussi dans l'accompagnement de la prise en charge sur ce qui relève de son expertise et évidemment de ce qui est acceptable en dehors de la réa. Voilà ce que moi je pourrais dire comme... Ouais, mais je reviens, j'ai pas ma réponse en fait, parce que s'il y en a un qui est d'accord et l'autre qui est pas d'accord, s'il y a une... C'est le réanimateur qui décide, c'est lui l'admission. J'ai donné ma réponse de président de CME, c'est le réanimateur qui décide. Et voilà. Après la loi, quoi qu'on décide... C'est le réanimateur, l'expertise, le savoir-faire, tout ce qu'on veut. Okay, merci. Et mais oui, c'était ça. Parce qu'au quotidien, je voudrais d'abord remercier les deux oratrices qui vous êtes prêtées au jeu de faire un truc honnête sur un sujet foireux. Je trouve que c'est bien. Merci beaucoup. Vous avez bien fait. Non, mais parce que c'est un sujet dont on sent que c'est difficile d'être à la fois d'être complètement contre, c'est un peu compliqué. Moi, je trouve il y a la réflexion que je me fais. Alors, moi, je m'appelle Alain Mercat, je suis chef de service, un service de réanimation de 34 lits et ex-PCME. Donc, j'ai aussi ça. Vous avez beaucoup évoqué les patients, défaillance viscérale, est-ce qu'il faut, mais peut-être qu'il ne faut pas qu'il soit admis parce qu'il est très très malade, très vieux, machin. En fait, il y a quand même toute une partie de ce type d'activité qui porte aussi sur des choses plus simples. Et je pense qu'il faut, dans la décision, et d'ailleurs vous l'avez évoqué en travaillant dans deux hôpitaux différents, il faut tenir compte de l'environnement. C'est-à-dire que
Et cet environnement, il a changé au fil du temps, hein, et notamment du fait des contraintes budgétaires. Par exemple, la densité des infirmières dans les services de médecine a diminué significativement. Et donc, il y a alors c'est très variable d'un service à l'autre, mais par exemple, moi, je vais vous, pour une anecdote, quand j'étais interne ou chef de clinique, si j'avais à la transmission dit j'ai admis une acidocétose qui avait plus de 7,20 de pH, j'étais passé à tabac. 7,20. Aujourd'hui, dans mon unité de soins intensifs polyvalents attenante, quand on nous appelle une acidocétose 7,22 de pH, bon, c'est pas bon, ok. On va la prendre parce que je sais que dans le service de médecine, s'il y a une place en endocrino, ça va aller. S'il n'y a pas de place en endocrino, ça va être dans un service de médecine où il y a des infirmières qui ont moins l'habitude, la surveillance des dextros, un protocole d'insuline. Et donc, on va prendre ces malades. Et c'est moins... Bon, et d'ailleurs, c'est l'esprit de la réforme de 2022. Dans la réforme de 2002, il y avait les USC, qui étaient dans l'esprit... À l'époque, j'étais au bureau du syndicat, 2002. Dans l'esprit, c'était essentiellement des post-réanimations, pour l'essentiel, les USC. Les USIP attenantes, c'est autre chose. Et l'idée, c'est de pouvoir assumer ces malades intermédiaires qui sont... Alors ça, encore une fois, c'est très variable d'un établissement à l'autre, dans un même établissement, d'un service à l'autre. Mais il y a des endroits où un malade un peu aigu, c'est plus compliqué, il y a pas, et donc c'est plus sûr, parce que, alors là, un patient qui meurt d'acidocétose, il y en a encore en France, hein. Un patient de 25 ans qui meurt d'acidocétose, là, on a que nos yeux pour pleurer, là. Donc je pense qu'il faut tenir compte de ça. Il n'y a pas que les malades très compliqués, très vieux, très lourds, très machin, très je sais pas. C'est compliqué. Par ailleurs, et juste je finis là-dessus, vous avez évoqué, vous avez fait très politiquement correct, les directives anticipées. Évidemment, c'est le nirvana du principe d'autonomie. En France, ça a 20 ans, plus de 20 ans, Kouchner. C'est gentil, ça n'existe pas. Et ça n'existe pas seulement parce qu'on est un pays latin. Les latins ne veulent pas parler de leur mort. Je suis latin à fond, moi. Mais quand on regarde les données des pays anglo-saxons, c'est une importation des pays anglo-saxons, la directive anticipée, c'est terriblement faible. Aux États-Unis d'Amérique, si vous retirez les malades atteints d'une pathologie neurologique dégénérative et les patients de moins de 50 ans, CSP+, qui ont un cancer métastasé, si vous retirez ces deux populations, il n'y a plus de directive anticipée. Personne n'en écrit. Et le pire, c'est qu'on en a de temps en temps, je ne sais pas, vous avez été confronté à ça, la directive anticipée, voilà, je sous-signais Madame Machin, refuse l'acharnement thérapeutique. Ah bah ouais. Bah moi, je ne sais pas ce que vous en faites en termes de raisonnement sur l'admission en réanimation qui, conceptuellement, relève de l'acharnement, la réanimation. Xavier Forceville. Ah, je ne sais pas si ça marche. 1, 2, 3. Oui, ça marche. Je confirme qu'effectivement, tracer, c'est indispensable. Et d'ailleurs, nous, on avait mis en place un double traçage dans le dossier et un dossier à part qu'on gardait chez nous où l'intervenant devait marquer ce qu'il avait fait. Comme ça, au moins, on a une trace si jamais il y a un problème. Et les fois où on l'a pas fait, c'est là où on a eu des soucis. Deuxièmement, moi, je voudrais insister sur... je suis très content que les Australiens parlent du sepsis. Je pense que c'est au cœur de la réanimation. C'est une discipline, un problème multi-organes. Et c'est là vraiment où on est le plus compétent. Et on pense à l'avant, et on a du mal à le faire. Et je pense que la solution, c'est l'équipe mobile, mais il faut les moyens. Et pour ça, il faut les sous. Donc, il faut réclamer que ce soit payé. Moi, je pense que c'est indispensable. Et il y a l'après. Et quand on regarde les patients, les témoignages des survivants du sepsis, c'est comme ça qu'ils s'appellent, il n'y a rien après. Et ils sont largués. Et dans la nature, les services, ils ne savent pas quoi faire des patients qui sont plus multidéfaillants, mais qui sont multidysfonctionnants. Et les services hyper spécialisés ne savent pas traiter les multidysfonctionnants. Donc on se rend bien compte qu'il y a des organisations qui sont très différentes d'un établissement à l'autre, peut-être d'une discipline à l'autre. Jean, est-ce que tu peux nous dire un mot en pédiatrie ? Merci beaucoup. Alors d'abord, je veux commencer par dire, tout le monde le sait, on est en train de vivre une révolution numérique. Alors je ne vais pas faire de publicité, donc je vais le tenir à l'envers. Moi, j'ai un dictaphone numérique.
Et quand je fais des réunions ou quand je fais des entretiens difficiles, donc je préviens toujours les gens que je vais les enregistrer et ça me fait le résumé automatiquement. C'est redoutable. Il y a plusieurs systèmes qui sont à laisser à la PHP actuellement. Je ne vais pas donner les noms non plus. Les médecins font leurs consultations. Ça existe déjà sur d'autres grosses firmes françaises. Et à la fin, ça vous sort le compte-rendu automatisé avec déjà le résumé, les trucs. C'est redoutable. Commencez à vous y intéresser parce que c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et ça va transformer vos vies parce que, effectivement, à 3 heures du matin, reprendre le dossier, mettre les antécédents, justifier son truc, etc., alors qu'on vient d'échanger avec la famille, on vient d'échanger avec le médecin, c'est sécurisé, il y a HDS, machin, enfin, je vous fais pas, je le range pour personne ne voit le nom du truc, mais le monde va changer. Alors, pardon, pour répondre à la question, après cette page de publicité, la pédiatrie, c'est différent. On a les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'il y a une hyper-spécialisation en pédiatrie. Et dans mon GHU Paris-Saclay, pour ne pas le nommer, j'ai des collègues pédiatres spécialisés qui ont commencé à dire qu'ils ne voulaient plus prendre de garde aux urgences parce qu'ils étaient tellement spécialisés qu'ils ne se sentaient plus à l'aise. Je me suis dit, waouh, c'est le début de la fin. C'est-à-dire que les pédiatres, par définition, c'est des internistes, quoi. On est bon à tout, propre à rien, quoi. Les spé en pédiatrie, c'est très rare. Pour faire appel au pneumopédiatre, il faut vraiment qu'il y ait des dilatations des bronches partout, qu'on soit sur un truc génétique. Donc la pédiatrie, de base, c'est vraiment de la médecine interne. Et la réa pédiatrique, c'est de la médecine interne avec des techniques autour. Donc on voit ça arriver aussi chez nous, et avec un peu d'effroi. On essaie de contrer ça comme on peut. Et pour revenir au thème, les réanimateurs, c'est hyper pratique. Ça sait tout faire. C'est sympa, ça discute avec tout le monde. Et ça a une vision un peu... non, c'est pas toujours... Si, souvent. Et surtout, ça a une vision globale du patient. Et c'est ça qu'on est en train de perdre, je pense. C'est ce côté-là qui était beaucoup plus présent quand j'étais un peu plus jeune. C'est-à-dire que tout médecin était capable de commencer la réanimation, de commencer à ballonner, de voir que le patient allait pas bien. Et je trouve que cette hyperspé, elle est en train de perdre ce côté clinique. Et je ne sais pas si la solution, c'est de demander au réanimateur de tout faire. À mon avis, non, parce qu'il va arriver en retard. Et les pompiers, c'est bien, mais les détecteurs d'incendie, c'est mieux, à mon avis. Et donc, ça, voilà, sur le raisonnement. Alors aussi, j'ai beaucoup adoré, enfin, j'ai beaucoup aimé vos présentations. J'ai trouvé que c'était très, très bien représenté. Et je crois que là, on est à un carrefour où il va falloir se positionner. Et c'est un petit peu le sens Et je suis pas sûr. Alors, c'est très valorisant pour les réanimateurs, que ce soit pédiatres ou adultes, d'être sollicités comme ça. Mais d'abord, je pense qu'on peut pas tout faire. Et ensuite, au sein de la chaîne de soins et du parcours patient dans l'hôpital, je pense que ce positionnement, même si au début et peut-être de manière transitoire, il est nécessaire, parce que il va falloir du temps pour réfléchir à tout ça. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la solution à long terme. Je pense qu'il faut que les collègues, quels qu'ils soient endocrinologues, qu'ils soient pneumologues, qu'ils soient cardiologues, ils doivent... on a le RAMP en pédiatrie, vous avez ça aussi, je pense. Les reconnaissances... Non, le RAMP, c'est pédiatrique uniquement. Mais on a des stages de formation pour les pédiatres pour reconnaître un patient qui ne va pas bien. Et c'est de plus en plus important d'être obligé de faire ça parce qu'on se spécialise de plus en plus et on perd un petit peu la tension, la température. Quand ils sont tout gris comme ça, c'est pas bon. Et ça, à mon avis, il ne faut pas le perdre parce que les réanimateurs ne pourront pas tout faire. Voilà pour un avis pédiatrique rapide. Ils veulent plus. Ils veulent faire de la maladie chronique. Il y en a. On va pas les contraindre. Ils n'ont pas envie de faire du malade aigu. Il y a des gens comme ça. Je trouve comme PCME, j'ai rencontré des PH qui étaient ravis de faire une très grosse activité de consultation, qui faisaient plus que ça quasiment, qui faisaient du maladie chronique, mais parce qu'ils voulaient plus faire du malade aigu hospitalisé, parce que c'est plus stressant, c'est plus... Voilà, c'est compliqué, parce qu'on ne peut pas les contraindre. Quand même. Oui, juste en réaction. Après, alors je partage, je ne sais pas quel est l'œuf ou la poule. Ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que la formation ne nous prépare plus à ça. Il y a eu vraiment un changement dans la formation qui est vraiment maintenant en silo. On choisit sa spécialité
sur un rang de classement parce qu'on a eu le feeling dans un stage universitaire ou au contraire, ça s'est pas bien passé, on veut pas la faire. Je pense que ça, c'est un sujet de repenser la formation. C'est vrai que c'est une catastrophe à l'hôpital, en tout cas l'hôpital public, avec des patients âgés polypathologiques. Nos spécialistes ne savent plus. Alors, ils veulent plus et ils veulent d'autant moins qu'on leur a plus appris. Et ça, je pense que là, au niveau des universitaires, il y a une vraie réflexion. Alors, je pense que la pédiatrie, c'est entre guillemets, je me trompe peut-être plus simple, mais la cardio, la gastro, l'endocrino, là, maintenant, on est en silo et tout ce qui n'est pas dans la spécialité, on ne sait plus faire. Je voulais juste faire une dernière petite réflexion parce que je crois que c'est toi qui as parlé des lits. Ouais. C'est un sujet, les lits de réa. Peut-être même de lorgnette, peut-être plus encore les soins continus. Alors, je ne veux pas rentrer dans les débats de USIP, dérogatoires et compagnie, mais de soins continus que de réa. Et je pense aussi, je ne sais pas quels travaux vous faites, mais on a du mal à savoir les patients, enfin en tout cas, président de CME et dans les instances nationales aussi, les patients qui devraient relever de réa et qui n'y sont pas, y compris de soins continus. Et je pense que ça, c'est un travail énorme parce que, je vais citer un exemple, à La Rochelle, on a un projet Nouvel Hôpital, comme il y a plein d'argent à l'État, ce projet végète depuis quelques années. Au début, y compris sous les conseils des experts ministériels, on voulait plus de lits. On nous accordait plus de lits, puis finalement, il n'y a pas d'argent, on veut moins de lits. Mais on trouve que ces décisions ne sont pas basées sur des chiffres objectifs. Et là, je pense qu'il y a un énorme travail à faire sur tout ce qui ne se passe pas en réa. Tout ce qui ne se passe pas dans les services de réa. Malheureusement, une dernière question, Monsieur Mira. Oui. Alors, d'abord, un commentaire pour avoir été impliqué dans l'écriture du décret. C'est les anesthésistes qui avaient demandé à ce que ça soit marqué dédié, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait un réanimateur qui fasse aussi l'anesthésie en même temps dans certains centres hospitaliers. Et donc, le sens, alors après, ça a été dévié, et je l'entends, mais c'est eux qui avaient demandé, parce qu'il y avait des hôpitaux où le mec faisait et le bloc et la réa, et ils ne voulaient pas que ça soit comme ça, et donc ils avaient demandé, c'est pour ça que dédié vient de cette discussion. Malheureusement, il y a toujours dans les termes des fois des déviations. Ensuite, ma remarque par rapport aux internes, alors c'est clair qu'on a un problème d'effectifs, nos instances travaillent dessus pour qu'on ait de plus en plus d'internes, de spécialités, et je pense que la solution est là. Sur les autres spécialités qui ne sont plus formées, je vous rappelle quand même qu'il y a au moins 12 ou 13 spécialités qui ont 6 mois de réanimation dans leur cursus. Et peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on fait de ces internes. Parce que quand on a ces internes chez nous, est-ce qu'il faut vraiment qu'ils sachent ventiler le SDRA sur le ventre avec une analyse des courbes de ventilation sur le respirateur, ou est-ce qu'il faut juste qu'on soit capable de leur dire de détecter les patients qui sont chauds, les patients qui arrivent, les patients qui vont être capables de détecter quand ils seront dans les étages. Peut-être que les objectifs de ces internes dans nos services, vu qu'ils ne vont jamais faire de réanimation après, ce n'est pas vraiment qu'ils soient capables de traiter un choc septique qu'ils ne vont pas faire, mais plutôt sentir le sepsis, comme le disait l'orateur avant, le patient qui dérape, le patient un peu gris comme ça. Peut-être qu'on est un petit peu responsable du fait que c'est pas très très bien géré dans les étages parce qu'on leur donne des objectifs dont ils s'en foutent après et qui vont complètement oublier parce que c'est pas du tout ce qu'ils vont faire. Alors, on va être obligé de conclure. Merci beaucoup à vous tous d'être venus. Merci aux intervenants. Et je voudrais juste vous rappeler notre prochain rendez-vous avec le SMR, le syndicat des médecins réanimateurs. Ça sera le 16 octobre pour la matinale. Et le titre, c'est « Imaginons les soins critiques en 2050 ». Donc n'oubliez pas de vous inscrire et n'oubliez pas d'adhérer aussi au syndicat.